Chapitre 23. Jambes de grenouille. J'avais la bouche sèche et cotonneuse, et la tête me martelait. On pourrait croire que dans un monde de magie et d'alchimie, on pourrait fabriquer de l'alcool sans gueule de bois. C'était de loin la pire gueule de bois que j'ai jamais eue. Donnez-moi 2 packs de 6 au lieu d'une demi-bouteille de cognac, n'importe quand. J'ai réussi à me préparer et à arriver au rassemblement à temps. Castille était présente, vêtue d'un costume de légionnaire plutôt que d'un costume de mage. Son plastron en cuir épousait ses formes, et elle portait même un sabre court. J'avais trop mal et le soleil était trop fort pour que quiconque puisse m'en expliquer la raison. J'ai localisé Linus, qui semblait en parfaite santé, et m'a accueilli avec un sourire agaçant. « Bonjour, Eric. Prends ça. Écrase la tige et suce le sirop. Tu te sentiras mieux bientôt. » On aurait dit un pissenlit, mais la tige était aussi épaisse que mon doigt. J'ai suivi le conseil. J'ai écrasé la tige, puis sucé. Le goût me rappelait l'aloès et la cannelle. Linus avait raison. La pression sur ma tête s'est d'abord atténuée, puis ma vue s'est normalisée. La sécheresse de ma bouche persistait avec un arrière-goût amer et collant, mais c'était un faible prix à payer pour retrouver mes capacités fonctionnelles. J'ai appris que cette fleur s'appelait hippomée et qu'elle était cultivée par des mages de la nature expérimentés, car elle nécessitait de l'éther pour prospérer. Une seule tige coûtait 6 grosses pièces d'argent, mais contenait plusieurs doses. Il fallait la consommer après la cueillette. J'en ajouterai quelques-unes à mon espace dimensionnel à l'avenir, car l'effet de stase devrait les maintenir viables. Alors que nous nous mettions en rang, il ne manquait plus que 2 hommes à la patrouille, Matteo et Delmar. L'ogre les avait blessés tous les deux, et je ne les avais vus ni l'un ni l'autre au mur, la veille. Castille nous conduisit hors des remparts, et je finis par marcher aux côtés de Firth. Il se plaignait du manque de qualité des bordels de la ville. Il semblait avoir la quarantaine, et je me demandais s'il était vraiment en colère contre les bordels, comme il le prétendait, ou s'il aimait juste s'écouter parler. Nous marchions par deux, à environ 3 mètres l'un de l'autre. Mes pieds étaient suffisamment guéris pour ne plus poser de problème. J'avais sorti 2 paires de chaussettes de rechange de mon espace dimensionnel pour la patrouille, au cas où j'en aurais besoin. À mesure que nous avancions, la route et les environs me rappelaient la patrouille précédente. Castille était en tête, accompagné d'Adrian et de son lieutenant. J'étais trop loin pour entendre ce qu'il disait, et j'ai ignoré Firth en marchant. C'était pareil qu'hier. Aucune rencontre jusqu'à ce que nous atteignions l'endroit où nous avions tué l'ogre 2 jours plus tôt. Le corps avait été traîné dans le marais, et des insectes gros comme mon poing grouillaient autour du corps. La mage Castille sortit un parchemin, et s'en sortit pour lancer un sort de flamme qui brûla les insectes et le corps. La graisse de l'ogre se mit à fondre, et une nuée bleu-noir commença à s'épaissir dans l'air. La fumée sentait mauvais, alors notre petite colonne s'est précipitée pour poursuivre sa patrouille. Firth a commenté. « Pas de grands prédateurs ni de charognards dans le coin, sinon le cadavre aurait déjà disparu. » J'ai plaisanté. Peut-être qu'il ne supporte pas l'odeur non plus. Firth a ri et s'est lancé dans une longue histoire sur l'odeur de certaines de ses partenaires de bordel. Son histoire n'a fait que renforcer ma réticence à fréquenter les bordels. Une grosse grenouille sauta sur la route, et Castille l'attacha avec ses chaînes d'ombre. Elle fut rapidement tuée à coups de lance et repoussée hors de la route, Castille n'ayant pas réussi à en extraire une essence. Cette patrouille était tellement plus facile avec un mage à nos côtés. Pourquoi Castille ne nous a-t-elle pas accompagnés lors de la première patrouille ? Demandai-je à Firth. Firth commenta. Elle était probablement en réunion avec les 2 autres mages commandant des compagnies de la Légion. Les mages opèrent en dehors du commandement militaire habituel. Seuls les officiers de la Légion peuvent les commander, et aucun n'est actuellement en ville. Je pense même que c'est elle qui a décidé de patrouiller sur la route sud. La rumeur court que le conseiller du baron local pense que le Bulwog repéré récemment faisait partie d'une libération de donjon. « Libération de donjon ?» demandai-je. « Cela arrive parfois, mais c'est assez rare. Ça n'arrive que lorsque l'écologie du donjon est tellement perturbée qu'il doit libérer certains de ses monstres. C'est probablement juste une lubie du conseiller du baron, cependant. Delmar pense que le Bulwog était soit un chasseur solitaire, soit un exilé, et non une libération de donjon. S'il y avait un donjon déséquilibré par ici, l'empereur enverrait un prétorien le détruire. Quoi qu'il en soit, nous cherchons un homme grenouille dans un marais infesté de grenouilles géantes.
dit-il en riant. Prétorien ? Demandai-je. J'en avais déjà entendu parler, mais je pensais qu'il s'agissait simplement de la garde personnelle de l'empereur. Tu ne connais pas grand-chose à l'Empire. Les prétoriens sont les mages et les guerriers d'élite de l'empereur. Il marqua une pause et ajouta « Et des assassins ». Je réalisais qu'il s'agissait d'un autre élément de la culture romaine, car la garde prétorienne était considérée comme la garde royale dans mes souvenirs. Cette garde prétorienne avait évolué vers quelque chose d'autre dans un monde de magie. Les prétoriens sont-ils des premiers citoyens ? Demandai-je après avoir marché un moment, contemplant pensivement les nuages sombres et menaçants au-dessus du marais. First marqua une pause et dit d'un ton un peu trop sec. Non, ils ne le sont pas. Ils sont généralement choisis parmi la Légion du Lion, à ma connaissance. Aucun premier citoyen ne sert dans la Légion du Lion, dit First. Des éclairs jaillirent des nuages sombres et s'enfoncèrent profondément dans le marais. Castille fit arrêter la colonne pour observer les éclairs au loin. J'ai entendu la conversation des autres. Castille cherchait à déterminer si la tempête était naturelle ou magique. Nous attendions depuis quelques minutes lorsque deux grenouilles géantes ont bondi vers nous, venant de la direction de la tempête. Elles fuyaient et ne semblaient pas nous attaquer. Nous avons formé des groupes de protection pour leur faire face. Une unité a transpercé et découpé en morceaux une des grenouilles. L'autre a traversé la route d'un bond et a continué son chemin, visiblement effrayé. Castille annonça. « Marquez la route en direction de la tempête. Ensuite, nous retournons en toute hâte à Macha. » Les hommes se mirent au travail, coupant des arbres pourris pour les placer sur la route. Il ne s'agissait que de 2 poteaux, mais ils seraient alignés en direction du cœur de la tempête. Pendant notre travail, nous avons dû affronter la vie sporadique du marais. Une demi-douzaine de grenouilles et un énorme serpent de 9 mètres de long. Les grenouilles furent abattues rapidement, mais le serpent avait des écailles résistantes et les chaînes d'ombre de Castille ne purent le retenir. Lorsque le serpent brisa ses chaînes, il avala Dompté. Castille sortit sa baguette et pointa ses projectiles sur la tête, pendant que nous tailladions le corps. Après sa mort, ce fut la course pour extraire Dompté. Il sortit en crachotant, jurant, crachant et vomissant. Castille observa la tempête et discuta avec Adriane, tandis qu'elle préparait son collecteur d'essence pour le serpent. Adriane hurla. « Dépecez-le! Les crocs ne sont pas venimeux et on les prend aussi. Vous avez 30 minutes pour finir, si vous voulez un bonus. » Cet homme montait la garde tandis que nous attaquions le serpent. La peau faisait près de 5 cm d'épaisseur et je demandai, sans m'adresser à personne en particulier. « À quoi ça sert, au fait ?»« Surtout des sels, » répondit Wiley, couvert de sang. « Je viens d'une famille de maroquiniers, et cela permettra de fabriquer des selles durables et élégantes. Nous allons le découper en bandes de la largeur et de la longueur d'une personne. Chaque bande devrait rapporter 2 ou 3 pièces d'or, mais peut-être pas à Macha, vu la fuite de tous les artisans qualifiés. Nous avons tous travaillé dur, et chacun de nous avait un morceau de chair à rapporter. Nous les avons enroulés et attachés à nos sacs à dos. J'estimais le poids à environ 18 kilos, donc ce paquet encombrant ne serait pas agréable à porter. Je me suis souvenu du transport des filières d'araignées dans le donjon. Adriane avait pris les crocs, mais pas la peau de serpent. « Ouvrez le reste du tube digestif !» ordonna Castille avant notre départ. Elle voulait voir ce que le serpent avait mangé. La tempête semblait prendre de l'ampleur, mais nous avons travaillé vite et avons trouvé 3 grenouilles géantes partiellement digérées et un humanoïde. D'après Constantin, l'humanoïde était un bulbug, mais je n'ai pas pu le dire, car la chair avait presque entièrement disparu après la digestion. C'est tout ce que nous avons trouvé, et Castille, Constantin et Adriane ont examiné le bulbug en détail. Au moins, le cortège d'animaux en fuite s'était-il enfin arrêté. Ils ordonnèrent enfin une marche rapide vers la ville. Marcher, c'était comme jouer au téléphone arabe pour obtenir les ordres de nos chefs au front. La rumeur courut dans la colonne que le bulbug ne venait pas d'un donjon, ressemblait à un avorton et avait probablement été exilé de son clan. La rumeur générale était que Castille pensait que le nuage d'orage n'était pas naturel. Les 11 kilomètres qui nous séparaient de la ville ne furent agréables pour aucun d'entre nous. Le poids supplémentaire de la peau de serpent et sa répartition inégale nous faisaient mal au dos. Arrivé aux portes, Castille fit son rapport au capitaine de la garde pendant quelques minutes. Avant que nous puissions entrer, 3 charrettes gardées par 10 cavaliers quittèrent les portes. Constantin se tenait à côté de moi.
Ils prendront le reste de la peau, et probablement autant de chair qu'ils pourront pour le siège. Dommage, on n'en verra pas un sou. Nous avons reçu de nombreux regards des citoyens et des soldats restants, tandis que nous suivions Castille jusqu'au tanneur, à l'autre bout des bidonvilles. L'odeur de la tannerie m'a expliqué pourquoi elle était située si loin. Adrien a parlé à la tanneuse grisonnante. Castille était déjà en train de partir, retournant à sa résidence en ville. D'après Firth, elle n'était venue se montrer à la tanneuse que pour obtenir un meilleur marché pour nous. Les mages étaient respectés, et craints. Pourtant, Adrien ne semblait pas satisfait du résultat final. On nous ordonna d'empiler des ballots de peau de serpent devant le tanneur, et nous pûmes partir. J'appris que nous recevrions chacun 55 pièces d'argent pour avoir transporté les 20 kilos de peau sur 11 kilomètres. Je trouvais que c'était une bonne affaire compte tenu de la charge de travail. Mon dos guérirait en un jour ou deux. Wiley trouva cela injuste, car une selle en peau se vendrait plus de 20 pièces d'or à un noble. Quelques légionnaires choisirent de se rendre dans la ville haute pour utiliser les bains. Ils coûtaient le prix exorbitant d'une pièce d'argent, mais nous étions tous sales, et l'eau était plus propre que celle des bains de la ville basse. Wiley, Dante, Félix et moi décidâmes qu'une pièce d'argent, après notre petite manne, en valait la peine. Nous allions fêter notre survie.